À la une ce soir, une certaine peur s'est installée à Sainte-Rose depuis l'interpellation de l'un des deux évadés du centre pénitentiaire de Bemao qui se cachait dans les bois de la section de Débonne. L'autre malfaiteur est toujours en fuite et les habitants s'interrogent. Le président du syndicat des producteurs de bananes fustige le comportement de la CGTG qui a relancé une grève des ouvriers depuis hier à Basse-Terre. Selon Francis Linière, le secteur est plus que jamais menacé. L'avocat du syndicat des planteurs expliquera leur position. Il est notre invité. À la Mentale, la rentrée se présente sous de bons auspices. La commune a investi dans la rénovation des équipements sportifs, dans la réfection des écoles. Le maire Jocelyn Salpetit s'est cependant dit inquiet de la suppression d'un certain nombre de contrats aidés. Fermeture de rideau pour l'école du Cercle de Vieux Habitants. C'est aujourd'hui que s'achevait le deuxième stage des grandes vacances pour les participants. Ils ont pu apprendre la jonglerie et la manipulation d'objets tels que l'équilibre des objets et les acrobaties au sol et en voltige. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Depuis que le dangereux malfaiteur Regan Henry a été interpellé dans les bois de la section de Débonne à Sainte-Rose, il règne une certaine inquiétude dans la section. Les habitants craignent que l'autre malfaiteur, Orwell Peters, toujours recherché par les forces de police, ne soit dans les parages. Reportage Jacques Tienneval, Patrick Curie, Moïse Dexter. Je n'ai jamais imaginé que je dis parce que peut-être qu'ils étaient à deux, je n'ai jamais imaginé qu'ils étaient aussi près. Donc j'ai toujours dit, bon, ils sont déjà arrivés à Sainte-Lucie. Donc ma réaction, j'étais bien étonnée. Je suis restée un peu surprise parce que vu après tous ces événements-là, ils disaient que ces gens-là étaient déjà très loin. Mais en fin de compte, quand j'ai appris qu'ils étaient juste là, franchement, ça fait peur quand même. Depuis combien de temps il était caché là, on ne craignait rien. Depuis, il ne traînait pas vers les maisons. Donc nous, on n'a rien à craindre. Hein. Apparemment, si l'autre individu est dans le coin, il ne va pas se montrer dans les parages. Hein. Il va rester caché pour ne pas se faire prendre aussi. J'étais surprise qu'ils étaient à Sainte-Rose. Mais je suis bien content. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce qu'en fait, comme nous ici, nous dans l'eau forêt, c'est facile de cacher. Enfin, l'eau, mon cas, est facile de cacher, ouais. Mais bon, voilà, ils comprennent que tu es caché, mais pas te cacher, quoi. Moi, j'ai toujours dit qu'ils sont en Guadeloupe, ils ne sont pas partis ailleurs. Oui, j'ai été étonné qu'ils soient évadés jusque de Fontsarail jusqu'ici, quoi. Et je m'étonne comment est-il arrivé jusque-là. Qui l'a aidé, comment il a fait, s'il a marché toute la nuit ou pas. Donc voilà. Ça, c'est des questions à se poser, s'il a eu des complices, comment ils ont fait pour avoir tout le matériel qu'ils ont pour faire leur cabane de fortune, quoi. Ah, sûrement, il y a une complice. La complicité. À part parler de Béville quand même, c'est incroyable. Il était né en cette complicité. Là, il y en a un qui a été pris, bon ben ça va, en espérant qu'on pourra attraper le deuxième. Je ne dirais pas que je suis inquiète, mais en même temps, on se pose des questions. Moi qui me réveille très tôt le matin, des fois, je me dis, est-ce qu'il n'est pas autour de la maison? Non, pas inquiet, parce que tu as l'air qu'à manquer dans le cas, on sait qu'un il doit payer, ouais, on veut dire. C'est normal, vous ne pouvez pas être en cavale, parce que là, vous sortez en prison, il faut savoir comment cavale tout reste en vie. Inquiète, oui, c'est un peu normal. Parce que quand même, on peut le croiser à n'importe où, parce que la preuve, c'est qu'ils étaient là tout près, personne ne savait. La seule chose qu'on dit, il était tout près, il aurait pu nous faire quelque chose. Bon, Dieu merci, il s'est réfugié dans les bois, donc voilà. Autre sujet de préoccupation, l'ouragan Irma. À 17h, son centre était situé par 18,8 de latitude nord et 39,1 de longitude ouest. Irma, qui se déplace vers l'ouest à 20 km/h, se rapproche de nos côtes. Un virage vers l'ouest-sud-ouest est prévu demain. Les vents soutenus près du centre sont de 195 km/h avec d'importantes rafales. Irma est un ouragan de catégorie 3. Il n'y a toujours pas, en tout cas, de certitude exacte sur sa trajectoire pour la semaine prochaine. En tout cas, le phénomène demeure sous haute surveillance. Et depuis quelques jours, justement, les réseaux sociaux alimentent la psychose. Mais Météo France invite les Guadeloupéens, justement, à rester sereins.
Et au chapitre social, le ton monte dans le secteur de la banane après l'organisation de la relance hier à Basse-Terre de la mobilisation des ouvriers par la CGTG. Le président du groupement des producteurs de bananes est sorti du silence. Francis Linière dénonce une prise d'otage de toute la filière qui est aujourd'hui fortement fragilisée. Maître Nibéron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement le représentant, l'avocat du groupement des producteurs de bananes de la Guadeloupe. Dans un communiqué adressé à l'ensemble de la presse, des médias, Francis Linière s'en prend à la CGTG qu'il accuse en quelque sorte de mettre en difficulté un secteur déjà fragilisé. Maître Nibéron, comment se fait-il qu'en 2017, des gens se battent encore pour la mensualisation de leur salaire d'un système que l'on peut appeler, qu'on peut qualifier de féodal? Ça, c'est votre analyse. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on voudrait le faire croire et beaucoup plus complexes que ce qu'on entend dans la rue. Il faut savoir que depuis au mois de mai 2017, la CGTG Banane a initié un mouvement de grève pour vérifier la bonne ou mauvaise application de la loi de mensualisation dans les exploitations. À l'initiative du préfet, il y a eu une réunion entre les organisations patronales, le syndicat des producteurs de bananes et la CGTG Banane. Et à l'issue d'une vingtaine d'heures de négociations particulièrement âpres, il a été convenu de mettre en place une commission de régularisation paritaire comprenant et le syndicat CGTG et des représentants des exploitations pour vérifier si oui ou non il y a une mauvaise application de la loi de mensualisation et si oui ou non il y aurait une application féodale des relations de travail dans les exploitations. Et cette commission s'est tenue déjà à de nombreuses reprises depuis le mois de juillet. C'est pour ça qu'il y a une surprise aujourd'hui sur le mouvement de grève, puisque nous sommes en pleine discussion. Surprise, pas vraiment. L'élément déclencheur, on l'a bien vu de cette grève, c'est le placement en redressement judiciaire de la société Bois Debout qui avait été condamnée par les prud'hommes. Est-ce que finalement, ils ont finalement peur d'être les dindons de la farce? Est-ce que leurs craintes sont justifiées? Écoutez, moi je pourrais difficilement parler de ce qui se passe au Bois Debout, à Bois Debout, d'abord parce que les actions sont toujours en cours et que je sache, il n'y a aucune décision définitive qui condamne la société Bois Debout à payer des salaires. Ils ont fait appel de cette décision, il y a une décision de ce d'appel. jugement. J'ai appris, comme tout le monde, que cette société était en redressement judiciaire, donc c'est qu'elle doit avoir des difficultés économiques. Maintenant, toute difficulté économique n'entraîne pas nécessairement des licenciements pour motif économique. Sur ce point-là, je laisse Bois Debout gérer son contentieux. Par contre, il est clair que c'est ce contentieux qui a mis le feu aux poudres au niveau de la filière, puisque, fort de la décision rendue au profit de Bois Debout, la CGTG Banane a souhaité voir étendre à l'ensemble de la filière des avantages qui étaient alloués aux salariés de Bois Debout. Or, la filière, elle est quand même composée de plus de 200 exploitations, ça représente environ 2000 salariés. Une seule exploitation ne peut pas avoir vocation à créer le droit applicable à toutes les exploitations qui sont toutes indépendantes les unes vis-à-vis des autres. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est la question du paiement des heures supplémentaires pour les ouvriers de la banane. Expliquez-nous. C'est une des problématiques, compte tenu de la pratique de cette activité. On parle souvent de ce qu'on appelle le fini parti dans certaines activités des ouvriers de la banane qui sont répartis soit au champ, soit au hangar. Et effectivement, l'activité du champ, l'activité réalisée au champ consistant à ramasser les régimes de bananes, par exemple, se fait selon une tâche prédéfinie, peu importe le temps qui est réalisé pour le faire. La seule chose, c'est que cette tâche soit réalisée en 3 heures ou en 6 heures, elle sera payée 7 heures, comme toute journée de travail. Par contre, l'activité au hangar est peut-être une activité qui génère beaucoup plus de temps de travail et il est peut-être possible que parfois les employeurs demandent à ce que le temps de travail aille au-delà de ce qui était prévu. Et là, la question se pose de savoir est-ce que le temps effectué au-delà constitue une heure supplémentaire ou est-ce qu'il y a une compensation entre le travail payé non effectif de la veille au champ et le travail réalisé en hangar qui peut parfois dépasser la durée normale du temps de travail. Et surtout, comment vérifier que c'est vrai ? Il faut vérifier, c'est d'où l'intérêt de cette commission où tous les exploitants viennent avec leurs éléments de contrôle du temps de travail, de présence du salarié, puisque le salarié qui effectivement quitte le champ à 9 heures parce qu'il a effectivement réalisé le travail qui lui était demandé, vaque à d'autres occupations, mais il faut pouvoir le quantifier. Et c'est ce travail qui est fait par la commission aujourd'hui, et c'est d'où la surprise de se voir opposer un nouveau mouvement de grève sur des choses pour lesquelles, à mon sens,
ni la filière, ni le syndicat des producteurs de bananes ne sont en mesure de répondre, puisque ce sont des problématiques propres à la société Bois Debout et à une autre exploitation. N'est-ce pas là le signe d'une sorte de défiance vis-à-vis des planteurs, justement, après des années de pratiques illégales? Il y a sans aucun doute un profond malaise dans cette profession, et c'est l'intérêt de la commission, c'est l'intérêt de nos réunions hebdomadaires pour discuter, pour mettre les choses à plat, pour essayer de voir où sont les problèmes, et si problème il y a, les régulariser, solder le salaire qui n'aurait pas été payé au titre d'heures supplémentaires réalisées effectivement ou pas, et repartir sur de bonnes bases. Et aujourd'hui, de susciter une nouvelle grève pour l'application, par exemple, d'un 13e mois qui n'est pas un avantage conventionnel, qui a été mis de côté lors des précédentes négociations, je pense que l'organisation patronale a un peu le sentiment de faire un pas en avant, et qu'à chaque fois qu'elle fait ce pas en avant, on lui dit non, mais finalement on veut autre chose, donc on repart à zéro, et donc c'est ce qui crée peut-être un peu d'animosité. Est-ce que les planteurs sont prêts aujourd'hui à signer, à négocier une convention collective qui s'appliquerait à l'ensemble des exploitations? Alors il faut savoir que c'est l'objectif de l'accord qui a été conclu le 28 juin 2017 en présence du directeur du travail. Il est prévu de se rencontrer à compter du 25 octobre pour justement négocier un accord collectif. Je tiens juste rappeler toutefois qu'entre 2007 et 2009, il y a eu de longues et âpres négociations en vue de la mise en place d'une convention collective, comme c'est le cas en Martinique. Et pour des raisons que j'ignore, je n'étais pas le conseil à l'époque du Saint-Proban, cette convention collective qui existe, dont le document a été rédigé, n'a jamais été signé par l'organisation syndicale CGTG Bananes et donc n'a pas pu être mise en application ni être enregistrée. Selon Jean-Marie Nomertin que nous avons contacté, cette convention était juste inacceptable. Il s'agissait à l'époque de stopper des pratiques inhumaines, selon lui, selon ses propos. Écoutez, dans ce cas-là, on en discute avec M. Nomertin et que les accords qui ont pu être conclus à l'époque ou discutés au moins à l'époque, qu'on les remette sur la table et qu'on les actualise si effectivement il estime qu'à l'époque c'était pas acceptable. Mais ils ont quand même été négociés. Puisque... La grève a été relancée depuis hier à Basse-Terre. Que va-t-il se passer dans les prochains jours, prochaines semaines? Je ne saurais pas le dire. En ce qui concerne les producteurs et les exploitants, dès lors que les conditions d'un dialogue apaisé seront retrouvées, nous sommes prêts à retourner auprès de la table de négociation dans les commissions qui sont prévues à cet effet. Maître Nibéron, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous revenons sur un sujet qui préoccupe les Guadeloupéens et les Martiniquais, c'est l'ouragan Irma. Mais faut-il vraiment s'inquiéter de ce phénomène? Il demande réponse tout de suite avec Guy Raphaël Rony de la TV Martinique. C'est peut-être le calme avant le cyclone Irma. Cet après-midi, le phénomène localisé à environ 2500 km au nord-ouest des Antilles pourrait devenir une menace pour la Martinique dans les prochains jours. Depuis la diffusion de l'information, nombreux sont ceux qui se précipitent dans les grandes surfaces pour faire des provisions. Je commence à me préparer pour, je ne dis pas pour le pire, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Alors qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Je prends de l'eau, de la morue, des bougies, des piles, et puis voilà. Il faut prier et c'est le Seigneur qui fait tout. Donc même si on s'inquiète, ça n'avance à rien, donc il vaut mieux se mettre en prière et puis Dieu fera et puis c'est tout. Ça risque d'être un cyclone sans doute aussi puissant que Hugo, qui était de force 5. Là, on sera sans doute à force 4, peut-être même force 5. Donc, il y a lieu d'être inquiet. Nous avons déjà commencé à nous préparer au niveau énergie, au niveau eau, au niveau alimentation. Donc, effectivement, parce qu'il y aura des coupures de toutes les manières et il vaut mieux prévenir que guérir. Eau, bougies, aliments secs, des produits très demandés en période cyclonique. Depuis 2 jours, le rayon conserve est sans cesse réapprovisionné. On est sur un système de commande automatique. Je pense qu'il n'y a pas de stock prévisionnel. Alors bon, on va voir avec la direction si toutefois il y a toujours cette affluence pour pallier à ce problème. Ça veut dire qu'il risque d'avoir des produits qui manquent dans les jours qui viennent. Tout à fait, si ça continue bien sûr. Une psychose alimentée depuis quelques jours par des messages sur les réseaux sociaux. À Météo France, les prévisionnistes sont moins alarmistes, mais restent attentifs à l'évolution du phénomène. Ce cône d'incertitude balise les possibles trajectoires à venir. Donc
ce soir, à 4 jours d'anticipation, on sait qu'on a une menace sur l'arc antillais, mais on n'est pas capable de dire où va se trouver l'impact. Il ne faut pas confondre menace et impact. Donc l'impact, le plus probable et le plus sévère, probablement pour le moment, on pense qu'il sera plutôt sur les îles du Nord, voire la Guadeloupe. Nous avons la chance en Martinique de nous retrouver plus au sud, mais selon la position de cette trajectoire, on va bien comprendre que si la trajectoire passe près de la Guadeloupe, les effets sur la Martinique seront beaucoup plus importants que s'il se passe, si la trajectoire passe plus au nord. Avec une vitesse de déplacement d'environ 20 km par heure, d'ici quelques jours, les prévisionnistes seront en mesure de définir une trajectoire plus précise. Mais la probabilité d'être frappé de plein fouet reste plutôt faible pour la Martinique. Voilà. Et retour en Guadeloupe à Lamentin, la rentrée se présente sous de bons auspices, excepté que le maire Jocelyn Sapetit s'est dit inquiet de la suppression de 11 contrats aidés, ce qui va contraindre la municipalité à une réorganisation des services. Les explications de Jacques Canval avec les images de Patrick Curie et de Moïse Exter. La commune de Lamentin s'est depuis plusieurs semaines attachée à rendre la rentrée des 1800 élèves à sa charge plus pratique et efficace. Elle investit pas moins de 250 000 € en travaux en tout genre dans les écoles de Vincent, de Castel et de Pierrette, qui se taillent d'ailleurs la part du lion avec 180 000 €. Pour Jocelyn Sapetit, qui est à la recherche d'un vrai dynamisme pour sa commune, c'est mission accomplie. Sur les écoles de Pierrette, où nous avons mobilisé 180 000 € et là nous avons entamé des travaux conséquents, donc premièrement un plateau sportif et deuxièmement faire en sorte que la sécurité des enfants aux abords de l'école soit améliorée. Donc il y a des travaux pour un nouveau parking. À Castel, nous avons mis de la sécurité. À La Rosière, nous avons mis de la sécurité. Mais aussi à Vincent, où nous avons fait une entrée dédiée pour les élèves, différencier l'entrée des élèves de l'entrée du personnel enseignant et du personnel municipal, de façon à ce que les élèves soient sécurisés parce que cela posait un certain nombre de problèmes. Le hic vient cependant de la décision du gouvernement de raboter les contrats aidés. Sur les 33 contrats dont disposait la commune pour aider au fonctionnement des écoles, au moins 11 ne seront pas renouvelés. Du coup, pour tenir, il va falloir réorganiser. Le personnel municipal est en réunion aujourd'hui de façon à réorganiser les services du fait qu'il y a 11 contrats aidés qui n'ont pas été renouvelés. Nous n'avons pas de nouvelles. Nous n'avons aucune information. Il y a une volonté de la commune de renouveler ces contrats. Nous avons fait signer déjà aux agents leurs contrats. Le maire a déjà signé les contrats. Nous avons soumis ces contrats à la signature de l'État et nous n'avons aucune réponse aujourd'hui. Après avoir fait appel à des accompagnateurs pour assurer la sécurité des élèves, réhabiliter certains équipements sportifs, le Lamentin entend démontrer qu'elle investit dans l'éducation comme un élément fort de sa politique de développement. Et la rentrée scolaire n'aura pas lieu ce lundi dans les écoles de Morne-à-l'Eau en raison d'une situation budgétaire tendue et d'incertitudes liées aux contrats aidés. Le maire de la commune, Philippe-Son-Francfort, a décidé de la reporter à une date ultérieure qui, pour le moment, n'a pas été fixée. Et face à ces incertitudes et derniers chamboulements décidés par le ministère de l'Éducation nationale, comment les enseignants appréhendent-ils cette nouvelle année scolaire? C'est aujourd'hui qu'avait lieu leur rentrée. La réponse avec Isabelle Hameau. Pas d'appréhension, c'est sous les meilleurs auspices que se place la rentrée 2017 pour les professeurs du lycée Chevalier de Saint-Georges. C'est vrai que c'est une rentrée qui se place sous des auspices, à mon avis, plutôt heureux, puisque nous aurons l'occasion de rencontrer, d'expérimenter de nouvelles expériences. Il y a d'autres individus, forcément, d'autres contacts, d'autres relations. Si les résultats de l'année précédente étaient relativement corrects, cette année, les professeurs visent l'excellence. Faire mieux que l'année dernière, un pourcentage plus élevé au niveau des examens et faire en sorte que nos jeunes deviennent des adultes bien dans leur peau, bien dans leur tête et qu'ils soient l'avenir de notre Guadeloupe. Donc on va essayer de faire comme l'année dernière, puisqu'on a fait 100% de réussite. Donc on va essayer de maintenir cela et rester dans un cadre, je dirais, où les élèves puissent travailler du mieux possible, avec un climat, je dirais, adapté. Voilà. Nouveaux collègues, nouveaux emplois du temps, mais aussi nouveaux proviseurs. Chantal Cussé-Guédu a pris ses fonctions de chef d'établissement aujourd'hui en donnant le ton
de cette nouvelle année. Effectivement, donner le là, c'est un petit peu, vous savez, comme un capitaine d'équipe avant un match. Nous prenons la mesure des choses et nous savons qu'il y avait un gros match. Et nous allons gagner ce match. C'est notre objectif, faire réussir tous les élèves. C'est notre souhait le plus cher, bien évidemment. En tous les cas, faire réussir le maximum, en laisser le minimum sur le bord du chemin, les préparer pour la société dans laquelle nous évoluons actuellement, qui n'est pas une société facile, leur redonner de l'espoir pour ceux qui ont perdu l'espoir. Enfin bon, on a un gros match, comme on a dit, un gros match à jouer. Et ce n'est que le début d'une longue année de travail pour la centaine de professeurs et l'ensemble de la communauté éducative de ce lycée. En Guyane, 40 cartables remplis de fournitures ont été offerts à des enfants issus de familles défavorisées. Tous résident au village chinois. Une belle initiative prise par une entreprise de communication qui s'est chargée de collecter les fonds auprès des entreprises locales. Reportage Jonathan Lariot. Pour ces tout petits, c'est Noël avant l'heure. Les cadeaux, des sacs remplis de fournitures scolaires. Pour les parents, ce genre de cadeau à la veille de la rentrée est un coup de pouce non négligeable. C'est une aubaine, quoi. Tout à fait. Quand ce sont les moyens nécessaires pour pouvoir payer les fournitures. Il n'y a pas que des gens mauvais qui fréquentent ce quartier. Il y a des gens qui font des choses concrètes pour se sortir et puis évoluer. Ici, nous sommes dans les locaux de l'Amapo, une association située au cœur du village chinois de Cayenne. Pendant toute l'année, les enfants passent dans cette salle où les quelques bénévoles prennent le temps de les aider à faire leurs devoirs. L'association que je préside, encore une fois, fait le travail qui ne se fait pas à la maison. À l'époque où j'étais encore étudiant, où j'avais à peine 10 ans, je fréquentais les bancs de l'Amapo. J'ai profité des services qu'apportait l'Amapo. On était 300 gamins quotidiennement. C'était le rendez-vous en fait. Après l'école, il fallait venir à l'Amapo parce qu'on pouvait y faire ses devoirs scolaires. Tous les quartiers de Cayenne ont des besoins similaires. Ce don de fourniture est rendu possible grâce à la société BL Consulting menée par Amélie, touchée par les missions de l'association. J'arrivais complètement au hasard dans cette association, dans ce quartier, pour une visite. J'étais venue avec des amis et j'ai vu ces enfants en train de travailler avec des bénévoles, des retraités, cette envie d'apprendre. Et c'est là où j'ai monté ce projet d'opération cartable pour pallier à ces besoins qu'ils ont, qui sont chaque année qui reviennent, avoir un cartable, avoir des fournitures. On dit que l'école est gratuite, mais c'est pas évident pour toutes les familles en Guyane. 40 sacs d'école ainsi que plus de 1200 fournitures scolaires dans les mains. Ces petits sont prêts à entamer une nouvelle rentrée scolaire. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Fermeture des rideaux en tout cas sur les activités des vacances pour l'école du cirque de Vieux Habitants et puis l'archipel guadeloupéen regorge de richesses. Nous le verrons dans les jardins de l'écomusée situé dans la commune de Sainte-Rose. Et depuis le 28 août dernier, l'école du cirque de Vieux Habitants a entamé son deuxième stage des grandes vacances qui s'est terminé aujourd'hui. Les participants ont pu apprendre la jonglerie et la manipulation d'objets, un jeu d'équilibriste pour lequel Karen Diama a pris beaucoup de plaisir. Jonglerie, trapèze, trampoline, le Guadasiocus a accueilli une dizaine d'enfants de 4 à 10 ans pendant 2 semaines. Les stages de cirque sont bien sûr pour apprendre de manière un peu plus intensive les arts du cirque, mais les enfants sont en vacances à cette période-là, donc il faut aussi ménager le rythme de l'enfant. Donc ici, sachant que c'est un lieu qu'on a aménagé de telle manière à ce que ce soit à la fois les arts du cirque, mais aussi dans un jardin, ils ont une maison associative, donc un peu c'est très familial on va dire, et donc donc on va à la fois pratiquer les arts du cirque, si on doit dire à peu près 4-5 heures par jour, mais on va aussi profiter du jardin, des temps calmes, des moments de pause et de repas. Donc les enfants vont pouvoir faire d'autres activités. Une organisation qui permet aux enfants d'acquérir plus rapidement les fondamentaux. Le rollabola, c'est un cylindre qu'on pose par terre et on met une planche dessus et on doit tenir. J'ai appris à faire du diabolo. Je me débrouille bien dans le rollabola et j'aime bien tout ce qu'il y a. J'apprends à faire de la jonglerie. Et est-ce que tu aimes ça? Et sur l'équilibre. Oui. Tu t'amuses bien? Oui. À faire du trapèze, à jongler, à faire de l'assiette chinoise, à grimper à la corde. Des figures qu'ils pourront fièrement montrer à leurs parents.
Comme on a la chance d'avoir une costumerie, on a donc toutes les infrastructures, le trapèze, etc. Donc on invite les parents le dernier jour du stage, donc souvent le vendredi à 16h, pour une petite démonstration d'une demi-heure, donc en costume, maquillage, etc. Mais voilà, c'est pas en 5 jours, les enfants vont faire ce qu'ils peuvent. Le principal, c'est qu'ils fassent voir, qu'ils s'amusent déjà, qu'ils s'amusent à le faire, à pratiquer, à s'entraîner en loisir, on va dire. Créée en 2005, l'association fonctionne également pendant l'année scolaire. On propose principalement, bien sûr, les arts du cirque, l'initiation aux arts du cirque, donc tout ce qui va concerner équilibre sur objet, jonglerie, acrobatie, expression scénique avec les jeux de clown, le mime, etc. Voilà, on a donc des cours pour adultes et pour enfants, bien sûr. Les cours pour enfants, c'est le mercredi, le samedi matin pour les enfants et les ados. Le vendredi soir, la compagnie se réunit, donc on a une compagnie d'adultes, on est une quinzaine au moins. Il y a beaucoup de circassiens, mais aussi des musiciens. Enfin voilà, on s'entraîne, on crée des spectacles. L'association devrait faire sa rentrée le 15 septembre prochain et espère compter plus d'adhérents pour cette nouvelle saison. Et saviez-vous qu'il existe un conservatoire qui regroupe toutes les plantes médicinales, culinaires et aromatiques de notre archipel à Sainte-Rose? Celui-ci est reconnu par le laboratoire Phytobocase du Dr Henri Joseph. L'écomusée art de la Guadeloupe, ATV Guadeloupe s'y est rendu. On regarde notre reportage. Créé depuis 1993, l'écomusée de Sainte-Rose s'attache à valoriser le patrimoine matériel et immatériel. Et l'un de leurs principes fondamentaux est de partager ce savoir avec la population. Nous allons débuter la visite par le jardin créole. Ce qui a déjà donné cet esprit, l'idée, c'est surtout apprendre à vivre en autarcie, en autosuffisance. Et on n'a rien inventé parce que nos grands-parents vivaient déjà comme ça. Alors donc c'était très facile, il suffisait d'observer et puis de demander aux grands-parents comment créer un jardin créole. Parce que il faut déjà savoir comment créer, parce que ici comme ici, étant donné que tout est naturel, il n'y a aucun produit chimique, donc il fallait savoir associer les plantes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une plante qui peut nourrir une plante, il y a une autre plante qui peut aussi soigner l'autre plante, ainsi de suite. Et pour mieux comprendre ce patrimoine historique, il faut remonter à ses débuts. Donc là, nous avons l'arrivée de Christophe Colomb dans un univers amérindien. Et puis, l'histoire a évolué. Et là, nous avons l'installation des colons, la case coloniale que nous avons fait un peu plus petit, puisqu'on n'avait pas assez de place pour mettre plus grand. Nous avons aussi l'arrivée des Africains. Ils sont sortis en Afrique pour pouvoir travailler ici gratuitement. Et donc, nous avons aussi ces deux mélanges qui ont donné les Antillais. Nous avons aussi, après tout cela, nous avons l'arrivée des Indiens des Indes qui sont aussi arrivés en 1856 avec ce fameux bateau l'Aurélie que nous connaissons, vers 24 heures aux Antilles. Et nous avons aussi l'arrivée des Antillo-Syrio-Libanais. Il existe bien d'autres choses à découvrir lors de cette visite, tant la culture guadeloupéenne est riche et diversifiée. Nous rentrons dans la route des épices. Après la route des épices, nous allons arriver dans la partie espace vanille, là on produit la vanille. Après, on pourra aussi voir ce qu'on appelle un atelier pour laver le linge en temps longtemps. Alors là, c'est plein de choses à développer. C'est comment les boules de bleu mettre à midonner et comment repasser les... C'est toute une partie. Après, on a aussi un atelier pour avec quelle plante qu'on faisait bouillir la vaisselle, avec quelle plante qu'on faisait du savon, ainsi de suite. Alors là, après, vous arrivez sur le catiche, qu'on peut aussi appeler latrine, qu'on peut aussi appeler chalet de nécessité. Eh bien ça, en Guadeloupe, on appelle ça catiche. Et donc, avec quelle plante? Où il servait de papier lotus. Il y a une plante pour ça. L'écomusée de Sainte-Rose propose une immersion d'1 heure. Et avec plus de 30 visiteurs par jour venus des 4 coins du monde, il est devenu l'ambassadeur de notre culture. Et c'est l'heure des informations pratiques demain. Demain, c'est la ville du Gosier qui sera privée d'eau dès midi. Le retour à la normale reviendra le lendemain à midi. Et puis, pour la journée justement de dimanche, c'est la commune de Saint-François et la Désirade qui seront touchés par les coupures d'eau. La région Guadeloupe lance un appel à candidature pour un stage de création artistique. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la région jusqu'au 20 septembre 2017. Une sélection sur audition aura lieu les 27 et 30
septembre prochain. L'équipe de l'EFS vous donne rendez-vous demain de 8h à midi et demi face à la mairie de Trois-Rivières. Lundi 4 septembre, le rendez-vous aura lieu au parking du Super U Saint-Jules à Pointe-à-Pitre. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 1er septembre. Et on l'a vu ce soir à Sainte-Rose, une certaine peur s'est installée depuis l'interpellation de l'un des 2 évadés du centre pénitentiaire de Bemao qui se cachait dans les bois de la section de Desbonnes. L'autre malfaiteur est toujours en fuite et les habitants, évidemment, s'interrogent. Et le président du syndicat des producteurs de bananes fustige le comportement de la CGTG qui a relancé la grève des ouvriers de la banane depuis hier à Basse-Terre. Selon Francis Linière, le secteur est plus que jamais menacé. À Lamentin, la rentrée se présente sous de bons auspices. La commune a investi dans la rénovation des équipements sportifs et dans la réfection des écoles. Le maire Josin Sapetit s'est cependant dit inquiet de la suppression d'un certain nombre de contrats aidés, soit 11 contrats. Et puis, fermeture de rideau pour les activités des vacances concernant l'école du cirque de Vieux Habitants. C'est aujourd'hui que s'achevait le 2e stage des grandes vacances pour les participants. La rentrée de ce cirque situé à Vieux Habitants se fera le 12 septembre prochain. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi à 18h50.